Je souhaite tout d'abord régler la question de l'aujourd'hui dans le titre de ce colloque portant sur la question du féminin aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il y ait un féminin différent en fonction des époques considérées. Aujourd'hui, comme aux origines de l'espèce humaine, le féminin brille de la même manière par son manque. Il a toujours été d'aujourd'hui à partir du moment où nous avons consenti à la bipédie. Le féminin est témoin d'un invariable de notre humanité avec un grand H. Hommes et femmes ont à le supporter aujourd'hui comme hier et même comme à l'origine. Pourquoi cet universel si méconnu ne se nomme-t-il pas masculin? La bipédie, vous dis-je. Là, je paraphrase un peu le bourgeois gentilhomme, peut-être vous l'aurez reconnu, qui faisait de la prose sans le savoir. Eh bien, on fait du féminin depuis longtemps, avant Amaury même, sans le savoir. Dans cette stature, les hommes, cette stature donc debout, voilà. Dans cette stature, les hommes, avec un petit H, voient moins bien de près et sentent bien moins bien car, je cite, la station verticale masque la tumescence de la vulve à la vue et à l'odorat du mâle. C'est de Madame Cohen dans Femmes de la préhistoire. Debout, les femmes perdent les signes visibles et olfactifs de l'œstrus, le cycle œstral qui correspond à l'ovulation, durant laquelle la fécondation est possible. L'invisibilité de l'œstrus annihile l'injonction reproductive de l'activité sexuelle, je veux parler du RUT, et libère cette dernière, l'activité sexuelle, pour les humains. Elle est possible en permanence, nous dit toujours Madame Cohen. Ce passage à la bipédie a donc cet effet de dissimuler la vulve à la vue du mâle et a cet autre effet, inverse, d'exposer les organes mâles à la vue de tous, hommes comme femmes. De ce double effet, visible et invisible, il en naîtra, au fil des progrès de notre humanité, deux lectures que Sigmund Freud reprendra dans ses hypothèses des conséquences du complexe d'Édipe. L'invisible signe l'horreur de la castration imaginaire, ou bien alors le poids lourd de la castration symbolique pour les moins obtus. Le progrès, c'est bien connu, se soutient de quelques régressions magistrales. Ainsi, plus de gravures de vulve ou de Vénus préhistorique, ne reste plus que Vénus calipige qui a de si belles fesses. Le féminin, ce nom de l'invisible, de l'indicible, de l'horreur, du manque, semble, je dis bien semble, de tout temps se confondre avec les femmes et seulement elles. Pour quelle raison? Il n'est pas besoin d'être grand clair pour comprendre que la fonction reproductrice est, à elle seule, responsable de cette méprise, tant la mortalité maternelle et infantile ont longtemps perduré. Dans l'Empire romain, la mortalité, je cite le livre Histoire des femmes en Occident, son premier tome, l'Antiquité, la mortalité infantile devait approcher les 200 pour 1000, un cinquième, comme dans les sociétés pré-industrielles, donc jusqu'au XIXe siècle. Fin de la citation. La mortalité maternelle dans le monde, quant à elle, est estimée à 260 000 en 2023, soit un décès toutes les 2 minutes, selon l'OMS, que cite un article du journal Le Monde de juillet 2025. Alors bien sûr, c'est dans des mondes très éloignés d'une autre. Il y avait une jeune femme qui a accouché il y a quelques jours et qui se porte très bien, l'enfant aussi, et c'est tant mieux. Mais c'est quand même quelque chose qui nous rappelle un réel du être femme. Les femmes et les enfants tombaient donc, et tombent encore, sous certains cieux plus obtus que d'autres, comme des mouches. Rien d'enviable à un tel destin. Surtout si l'on sait que le destin de la mortalité maternelle connaît aujourd'hui un frein, et Le Monde titrait toujours en juillet 2025, je le cite, « L'arrêt de l'aide américaine va avoir un impact dévastateur sur la santé des femmes dans le monde », pour dire la fragilité de cet état d'être femme. Et nous savons qu'en France, la mortalité infantile est à nouveau en hausse du fait de la fermeture des petites maternités.
Je rappelle ces chiffres et ces informations non pour faire de la parturiente la championne du féminin, mais pour rappeler que le féminin qui s'invisibilise, qui est manque, qui est ce qui porte la castration symbolique, n'est pas enviable au sens de l'imaginaire, mais toutefois permet d'exister sans tartufferie, autrement dit, sans croyance. Cette illustration du destin des parturientes en 2025 indique à quel point le féminin est loin d'être en passe de pouvoir se vivre dans la quiétude d'un avoir infaillible. Le féminin a chevillé au corps un réel qui n'est jamais tendre, jamais juste, jamais sûr pour les siècles des siècles, comme aime le répéter le psalmodier des catholiques romains. Cet atavisme lié à la reproduction constitue la voie royale pour la femme d'accéder à la position féminine qui ne lui est pourtant ni réservée ni assurée, puisque aussi bien cette position concerne autant l'homme que la femme. Pour que je puisse m'en saisir, je passe par cette représentation de ce fait ancestral d'avoir à mettre au monde les générations suivantes. Il faut se résigner. Dans 8 mois, dans 2 semaines, demain, il faudra bien accoucher. Mais ne nous y trompons pas, mettre au monde des enfants n'est pas suffisant à accéder à ce féminin. Pour preuve, notre actualité très crue, comme la vérité toute nue, ne se lasse pas de nous servir la soupe infâme des femmes qui se prennent pour des hommes. Prenez Andrew, le fils cadet de la défunte reine Élisabeth II. Il était à ce qu'on dit son chouchou, son préféré, son protégé. Et elle le protégea, car elle ne pouvait croire à ce qui se disait de lui, de son fils si peu respectueux des jeunes filles qui croisaient sa route. Désormais décédé, lui est dorénavant privé de ses attributs monarchiques. La mère d'Andrew s'est refusée à admettre que son rejeton était un fripon, pire, un scélérat. Elle l'aura protégé de toute sa puissance de reine, oublieuse du temps qui n'oublie rien. La reine toute-puissante n'était pas un sujet, car, je cite Amorim, ce qui caractérise la position féminine, portée par l'être dans la position de sujet, c'est sa capacité à déjouer la relation imaginaire. Élisabeth était nue, mais ni elle ni Andrew n'ont voulu le savoir. Au moment de livrer le titre de notre intervention, je me suis précipitée et j'ai proposé « tous pour une ». Aujourd'hui, je ne saurais vraiment vous dire pourquoi, je ne me souviens plus de ce qui m'avait alors inspiré. La dissonance peut-être. Mais entendez-vous comme le féminin ne sied pas à la dernière partie de l'expression popularisée par l'auteur des Trois Mousquetaires. Tous pour une, elle évoque une déesse, une reine, qui fédère tout le petit troupeau d'humains avides d'adorer. Quant à la première partie, une pour tous, elle nous renvoie immédiatement à la fange détournante des étahirs. J'en déduis que décidément, l'universel ne sied pas à la femme. Quant au féminin, il est au-delà de l'universel. Il est. Il est de être, pas il est de haïr. C'est l'intemporel même, ce qui ne le rend ni plus sexy, ou plus saillant, ou plus rutilant, non. Aucun apogée pour le féminin. Au mieux, un périgée. Ce très proche de la terre, l'autre nom du réel, très loin d'un pinacle que les hommes, ceux-là même affligés du pénis, c'est-à-dire de la tumescence ou surtout de la détumescence, construisent invariablement pour faire barrage à l'horreur du féminin et donc de la castration. Je pense aux positions féminines d'Ève, femme d'Adam, de Sarah, femme d'Abraham, et de la femme de Job, comme autant d'illustrations de ce que la question du féminin aujourd'hui n'a rien à voir avec les dieux et tout à voir avec la vie, l'éros, le réel, le très infime. La caractéristique de ces 3 exemples de position féminine, 3 femmes qui sont présentées comme des renégates, est leur refus de se plier aux injonctions de ce Dieu méchant et cruel, tout droit sorti de la tête des hommes, avec un petit h. Ève sort l'humanité de cette EHPAD appelée Éden. Sarah, selon Marek Alter, n'aurait jamais pu être l'interlocutrice d'un Dieu qui lui réclame le sacrifice de son enfant. Sacrifice qui aujourd'hui encore vaut à de nombreux petits garçons d'être circoncis pour rappeler à quel point Dieu est grand et plein de mansuétude. Quant à la femme de Job,
après moult tragédies épouvantables, elle s'approche de son homme, le fameux pauvre, et lui conseille de maudire Dieu et de mourir. Amorim précise que dans la position féminine, le sujet n'est plus attaché aux idéologies familiales, religieuses ou autres. C'est radical, mais telle est la marque du féminin. Manque assumé, perte assumée et refus de la jouissance morbide. La femme de Job l'invite à reconnaître la limite et à ne pas croire en un impossible.